Bienvenue à tous pour ce 20h à la une de l'actualité sur RTI 1, le démarrage des épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation en seconde. Cette année encore, l'accent est mis sur la lutte contre la fraude. Le système de vidéosurveillance est renforcé et appuyé par des patrouilles spéciales dans les 1010 centres de composition à travers le pays. La 77e Assemblée générale de la santé est ouverte depuis ce matin à Genève, en Suisse. Le ministre ivoirien de la Santé va partager à cette tribune de l'OMS l'expérience de la Côte d'Ivoire relative au plan national de développement sanitaire. En religion Hajj 2024, les 430 premiers candidats du contingent étatique vont décoller d'Abidjan ce lundi soir aux alentours de minuit pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Avant de se rendre à l'aéroport, les futurs pèlerins ont reçu cet après-midi les dernières consignes. Et l'Afrique du Sud qui entre dans une phase d'élection générale dans 2 jours. La nation arc-en-ciel va élire ses parlementaires qui choisiront ensuite le président du pays ainsi que ses conseillers régionaux. Bonsoir à tous. Les épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation en seconde ont démarré ce lundi 27 mai. Au total, 647 450 candidats sont en lice cette année. Jusqu'au vendredi 31 mai prochain, ils vont affronter les épreuves de composition française, sciences, mathématiques, anglais, histoire et géographie, et également les matières facultatives telles que l'allemand et l'espagnol. C'est Forazegui. Lycée moderne de Cocody, 7h ce lundi 27 mai, jour 1 de composition au BEPC. Contrôle méticulé à l'entrée du centre d'examen. Les 750 candidats en lice pour le BEPC ainsi que le test d'orientation dans ce centre font leur entrée, sous le regard des forces de sécurité. La chef du centre rassure quant au dispositif mis en place. Nous avons réparti les 750 candidats dans 25 salles, dont nous avons 25 surveillants qui sont tous présents. Tout se passe très bien et nous espérons avoir de meilleurs résultats. Avant la distribution des épreuves, Mariatou Koné galvanise les candidats. Si vous avez bien révisé, si vous avez bien étudié ce qu'on vous a montré en classe, c'est la même chose ici. Considérez que vous êtes en train de faire un devoir. Si quelqu'un vient écrire quelque chose au tableau, vous dénoncez la personne. 7h45, démarrage effectif de l'examen. Mais avant, il faut vérifier si le paquet contenant les épreuves est bien scellé. Au lycée moderne de Cocody, comme partout dans le pays, les candidats sont soumis aux épreuves de composition française, mathématiques, histoire-géographie et orthographe, entre autres. J'ai bossé pendant les semaines, les mois et la veille. On voit le sujet, je suis contente parce que le sujet, j'ai déjà traité un sujet par rapport comme ça. Je suis contente d'être tombée sur un sujet facile. Je mets tout ça dans la main de Dieu. Le système de vidéosurveillance mis en place il y a 4 ans donne de bons résultats selon Mariatou Koné. Les chiffres au niveau de la fraude et de la tricherie ont drastiquement baissé. Une victoire donc pour le système éducatif ivoirien. Je souhaite bonne chance à chacun, bonne chance à chacune parce que la plupart ce sont des filles. Et rendez-vous dans quelques jours pour les résultats que je souhaite meilleurs parce que le canton Morée a été atteint et l'année a été normale. C'est la première fois que nous organisons un examen dans des conditions si normales, avec une année scolaire apaisée, avec une année scolaire sans maladie. Il y avait eu Covid à l'époque, maintenant il n'y a pas eu Covid. Une année scolaire sans interruption. Voici le message que je lance. Bonne chance à tous les candidats. Au niveau national, 647 450 candidats sont en lice. Les épreuves écrites prendront fin le 31 mai et les résultats seront connus le 18 juin prochain sous le coup de 14 heures. Cette année encore, un accent particulier est donc mis sur la lutte contre la fraude. Dans les 1010 centres de composition à travers tout le pays, les épreuves se déroulent sous le regard des forces de sécurité et aussi de la vidéosurveillance initiée il y a déjà 4 ans. La ministre Mariatou Koné appelle à des examens propres, sans fraude ni tricherie. Les chiffres sont d'ailleurs en baisse depuis 2020, où 16 428 cas de fraude ont été répertoriés contre 3 882 en 2023. C'est Forazegui. Des images de vidéosurveillance depuis 4 ans dans l'organisation des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire.
Déjà, des cas de suspicion de fraude sont signalés à Abobo, Port-Boué et Daloa ce premier jour. Nous avons identifié des élèves dans une salle qui communiquaient, qui s'échangeaient des bouts de papier. Et nous avons également identifié des candidats dans un centre devant des toilettes qui se sont arrêtés pendant un bon moment en train de communiquer et de s'échanger des informations. À partir de cette salle, les informaticiens ont accès à tous les centres d'examen du pays. Nous n'avons pas de centre de supervision. Ça, c'est juste un centre que nous avons visité. Il y a d'autres centres qui sont installés dans d'autres établissements et même au siège de la direction. D'ici, le centre, nous voulons visualiser à partir de certaines adresses IP, nous accédons à ce centre et nous visualisons tout ce qui se fait dans le centre. De 16 428 cas de fraude en 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 3 882 cas en 2023. Des avancées à mettre à l'actif de la vidéosurveillance avec la collaboration de la Direction de l'information et des traces technologiques, DITT. Nous avons la vidéosurveillance au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères, dont le ministère de l'Intérieur à travers la DITT. Ces caméras que vous voyez sont installées sur l'ensemble du territoire. À partir de cette salle, nous voyons tout ce qui se passe dans les différentes salles de composition. Cette année, le dispositif s'est renforcé avec les équipes mobiles qui sillonnent les centres munis de détecteurs de signaux. Pour la première journée, une vingtaine de téléphones portables saisis dans un seul centre de composition. En plus des caméras fixes, nous avons des caméras à travers des véhicules mobiles pour sillonner. Nous avons des brouilleurs de fréquences. On sait qu'il y a des systèmes WhatsApp, des gens qui... Tout ça, nous essayons de brouiller, nous essayons de faire en sorte que ça ne marche pas. Donc tout ça pour dire aux candidats qu'il faut continuer à étudier. En intensifiant les mesures de lutte contre la fraude aux examens, Maria Toukone veut mettre fin à ce phénomène afin de valoriser les diplômes ivoiriens. En cas de tricherie ou de fraude avérée, le candidat encourt une sanction allant de 1 à 5 ans d'interdiction de passer le même examen en Côte d'Ivoire selon la gravité du cas. Les résultats du BEPC 2024 seront connus le 18 juin prochain à 14 h dans les différents centres d'examen. Eux ont déjà passé le cap des compositions. 4 177 élèves policiers issus des écoles de police d'Abidjan et de Korogo ont été présentés aujourd'hui au drapeau. Ce cérémonial militaire intervient après 3 mois de formation commune de base. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade, Chérif Ousmane, leur a rappelé le sens du devoir bien accompli par le soldat vis-à-vis du tricolore orange, blanc, vert, le drapeau national. Amadou Ouattara et Richard Vao. Je jure de servir le drapeau avec loyauté et probité, d'obéir à mes chefs et à tous ceux qui me commanderont pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Et de la République du Congo. C'est par cette formule militaire que ces nouvelles recrues des écoles de police d'Abidjan et de Korogo s'engagent à servir l'État. Au nombre de 4 177, dont 1004 femmes et 19 de nationalité congolaise, le chef d'état-major de l'armée de terre les invite au strict respect des valeurs incarnées par le drapeau national. Promotion 2023-2025. Rappelez-vous, il y a quelques mois à peine, vous avez franchi les portes de l'école de police d'Abidjan et de Korogo, animé par l'ambition de servir votre pays et défendre les valeurs de la République. Je vous invite à être des femmes et des hommes de dévouement et de discipline. C'est à cette fin que vous connaîtrez les joies simples et le bonheur d'être policier. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Wagondo Diomandé, recommande aux recrues de la 47e promotion l'intégrité et l'excellence dans l'exercice de la profession de policier
qu'elles vont embrasser. La sécurité demeurera toujours un pilier fondamental de notre nation. Aussi est-il essentiel pour notre pays, dont l'ambition en la matière, ambition qui est portée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Cette ambition-là est de se doter de forces de sécurité à la hauteur des attentes des populations, notamment d'une police nationale compétente, déterminée à protéger nos concitoyens, nos institutions et nos valeurs fondamentales. Ces jeunes Ivoiriens, ces jeunes Congolais auront le devoir de porter ces drapeaux avec honneur, avec dignité et avec intégrité. Après le cérémonial militaire, une démonstration d'art martial et une simulation de mise en échec de prise d'otages ont constitué la partie populaire de cette présentation au drapeau et avec le traditionnel défilé pédestre. Une 47e promotion d'élèves policiers qui a été exhortée au sens de l'honneur et à la probité. Ces valeurs ont aussi été évoquées à l'Université polytechnique de Mans, dans l'Ouest montagneux. La tribune d'échange animée par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a porté sur la lutte contre la corruption. Gervais Kouassi de RTI Mans et Amadou Ouattara. L'un des fléaux qui porte atteinte à l'économie nationale et fait perdre des milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire est la corruption. Le sujet est exposé par l'émissaire du haut représentant du président de la République. Il est donc nécessaire que la population ivoirienne, et surtout la jeunesse, découvre de près ces institutions par lesquelles l'État de Côte d'Ivoire fonctionne. De cette 4e conférence, l'honneur est fait par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Zolo Epiphane Palo, de vous entretenir sur le thème lutte contre la corruption et gouvernance en Côte d'Ivoire. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance appelle à dire non à la corruption sous toutes ses formes, ainsi qu'à dénoncer les corrupteurs et les corrompus. Lutter contre la corruption pour que les fruits de la croissance soient équitablement partagés à l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire, pour que les ressources de l'État soient affectées aux projets sociaux de base. Et donc nous partons très satisfaits et nous saluons cette initiative de M. le représentant du président de la République. Les autorités administratives, cadres, élus, leaders communautaires et la jeunesse de Mans se réjouissent de la tenue de cette rencontre. Nous sommes heureux de constater que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, les institutions se rapprochent des populations de l'unité des montagnes. On rend hommage au président de la République. Zéro taux de corruption dans le district des montagnes, c'est l'objectif fixé par les organisateurs de cette sensibilisation. Cela est possible à condition que chacun y mette du sien. Nous quittons l'ouest de la Côte d'Ivoire pour Genève en Suisse. La 77e Assemblée mondiale de la santé est ouverte depuis ce lundi. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle conduit la délégation ivoirienne de professionnels de la santé. Cette assemblée est l'organe décisionnel de l'OMS et aborde les priorités sanitaires d'importance mondiale. La Côte d'Ivoire va partager à la tribune son expérience relative au plan national de développement sanitaire. Veille de l'Assemblée mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire est déjà à la brèche. À Genève, depuis dimanche, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle exécute un calendrier de travail déjà bien chargé. Première rencontre au programme du ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et de sa délégation, la réunion des ministres de la Santé africains. Consacrée au paludisme, elle a fait le constat de l'augmentation des cas du paludisme dans leurs différents pays, d'où la nécessité pour tous de travailler ensemble au bien-être de leur population. Avec l'association des entreprises du médicament, l'EM et celle des centrales d'achat africaines de médicaments essentiels, ACAM, les échanges ont porté sur la problématique du médicament. Lorsque nous avons connu les épidémies comme Covid, qui concernent tout le monde entier, il était difficile pour nos pays africains donc, de disposer des premiers médicaments. Et aujourd'hui, donc, au sortir de cette crise, chaque pays se prépare à anticiper sur les épidémies futures. Donc il est important
en partenariat avec les grosses firmes pharmaceutiques, mais avec notre pays et surtout dans la coopération sous-régionale et régionale, nous puissions être prêts pour non seulement soigner de façon régulière nos populations, mais anticiper sur des crises futures. Et la Côte d'Ivoire, qui veut aller à la couverture sanitaire universelle, sait que la disponibilité des médicaments dans nos hôpitaux est un élément essentiel pour la réussite de cette politique. Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, est à Genève dans le cadre de la 77e Assemblée mondiale de la santé. La réunion organisée par l'OMS évoquera du 27 mai au 1er juin la question d'un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde. En politique, la 4e instance de la réunion du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour la présidentielle d'octobre 2025 s'est tenue ce lundi. Aux militants et sympathisants ainsi qu'aux structures de base du parti, des orientations ont été données en vue donc de la conduite à tenir pour cette présidentielle à venir. Aboulaye Koné. C'est une rencontre importante pour le parti. À 16 mois de l'élection présidentielle, le RHDP organise sa base pour un ancrage démocratique solide et prometteur. Le RHDP s'est ainsi inscrit résolument dans les efforts importants entrepris par le gouvernement pour permettre à tous les citoyens d'avoir une existence légale par la déclaration à l'état civil. En même temps que l'opération spéciale de délivrance des titres d'identité, les organes du parti se sont engagés à préparer de manière active à la révision de la liste électorale qui sera ouverte dans les tout prochains mois par la Commission électorale indépendante. Le cadre de pilotage et le mode opératoire qui permettront au parti de bien aborder les deux opérations ont été adoptées par la grande réunion de l'encadrement politique. Pour parachever l'organisation de sa base politique, le parti a aussi mis en place des coordinations régionales. Ainsi, 47 coordonnateurs principaux ont été nommés le jeudi 23 mai 2024. Ils sont chargés de représenter le parti, de faire la promotion des idéaux et d'assurer la coordination des activités du parti à l'échelle de la région. Ces coordonnateurs principaux seront appuyés dans leur mission par des coordonnateurs associés et des coordonnateurs adjoints. Le président du directoire du parti a saisi l'occasion pour appeler tous les militants sans exception à faire preuve de dépassement et à mettre en avant l'intérêt supérieur du RHDP. Le RHDP doit avoir un ancrage territorial fort. La légitimité populaire de notre parti ne doit souffrir d'aucun débat. Le RHDP doit être un parti d'avant-garde, capable de porter les aspirations de nos concitoyens. C'est ce que nous devons accomplir pour pérenniser la vision du président du parti d'une Côte d'Ivoire résolument en paix et définitivement sur la voie du développement. Pour la réussite de cette importante mission, vous avez déjà un atout maître. Il s'agit du bilan plus que positif de la gouvernance du président de la République, président du parti, au magistère suprême de notre pays. Les bons résultats du président Ouattara à la tête de l'État sont à eux seuls un argument de campagne électorale, un argument qui a donné au RHDP les meilleurs suffrages depuis 2015. Votre travail sera d'autant plus aisé que le peuple de Côte d'Ivoire, chaque jour, reconnaît l'ampleur et la qualité de la grande œuvre de construction nationale accomplie par le chef de l'État. La ferveur et la grande mobilisation autour des cérémonies d'hommage organisées par les districts et les régions en sont un témoignage éloquent. Cependant, le meilleur hommage
que chaque district et chaque région devra rendre au chef de l'État, c'est de lui donner une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle de 2025. C'est donc à vous, désormais, coordonnateurs régionaux, départementaux et cadres, que revient la réalisation de ce grand dessein. Toutes nos énergies doivent être tournées vers l'objectif: gagner l'élection présidentielle au premier tour et avec un score suffisamment large pour annihiler toute contestation. Défendre et consolider les acquis de la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est désormais cela le leitmotiv du rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Les cadres et membres du RHDP présents à cette rencontre se sont exprimés au micro de Aboulaye Koné. Nous les écoutons. Nous venons donc de participer à la réunion d'information sur les élections à venir. Nous vivons une étape importante de la vie de la nation. Alors tout naturellement, le RHDP, qui est le parti majeur, s'organise également pour être au rendez-vous en 2025 et nous serons prêts. On nous a donné une feuille de route très claire pour que nous partions sur le terrain, surtout pour préparer l'inscription des nouveaux majeurs sur la liste électorale, afin que nous puissions avoir le maximum de personnes sur cette liste, afin de faire aussi gagner le président de la République au premier tour. On fera l'effort pour que, au soir de 2025, la victoire soit RHDP. En tant que secrétaire départemental, dans la circonscription de Logoualé, nous allons nous mettre en branle pour accentuer encore le e-militant, le nombre de nos militants dans le e-militant et booster cela et faire en sorte que les militants puissent voter notre candidat, notre champion. Nous proposons simplement lui confier la cruche d'eau du village, pour paraphraser quelqu'un. Et avant de confier cette cruche, il nous appartient de déblayer le terrain, nettoyer tous les écueils, les embûches, de telle sorte que cette cruche cruciale pour la nation ivoirienne ne nous échappe pas des mains, ne tombe pas, ne se brise pas, parce qu'au lendemain de ces élections, nous avons besoin d'une nation forte. Et une nation forte ne se construit pas sans vision. L'homme a la vision et il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé par une méthode qui aujourd'hui fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Les mamans ont été célébrées hier dimanche 26 mai et c'est un jour spécial où les hommages seront légion à l'endroit de toutes les mères. À Yopougon, les femmes dons du quartier Selmer ont été célébrées et elles ont célébré l'événement. Des festivités ponctuées par la présentation du nouveau bureau de l'Union des femmes dons de Yopougon Selmer. Ismaël Evradeo et Sephora Zegui. Elle porte la voix des femmes du peuple don à Yopougon quartier Selmer. Réunies en association, ces dames également des mères se célèbrent à l'occasion de la fête des mères. C'est le moment de le jour de nous célébrer. Toute femme doit sortir. Quel que soit nos rangs sociaux, nous devons sortir. La femme, c'est celle-là même qui donne la femme, c'est celle-là même qui met la joie dans son foyer. La femme, c'est celle-là même qui éduque ses enfants. La femme, c'est celle-là même qui soutient son époux. Donc vraiment, la célébrer est une merveilleuse chose. Une célébration qui sert aussi de cadre pour nommer Jacqueline Toit à la tête de l'organisation. Forte de 15 membres, elle s'assigne pour mission d'œuvrer à la bonne marche de la communauté. Je suis tellement émue de recevoir toute ma communauté. Désormais, je suis présidente. Mon objectif principal, c'est de réunir toutes les femmes et les filles de ma communauté pour qu'ensemble, le plus faible s'appuie sur le plus fort pour se lever. Les festivités marquant la célébration des mamans-dons de Yopougon Selmer a bénéficié de la présence des garants de la tradition. Un acte pour magnifier ces femmes dans leur splendeur maternelle. À Noé, ville frontière dans le sud Comoé, les femmes du royaume Soye ont elles aussi été honorées à la faveur donc de cette fête des mères. Elles ont été invitées chez le roi des Soye qui leur a exprimé la reconnaissance de tout le royaume. Eugène Atoubé. Des mères heureuses qui partagent leur bonheur avec Sa Majesté Nana Messou Adjobia Kwanyi Ier, roi des Soye, et le député de Tiapoum Noé, Kamara Bakari.
elles reçoivent un diplôme et des cadeaux, symbole de l'expression de l'amour des enfants du Soye pour leur mère et la reconnaissance de tout un royaume. Les hommes, leurs enfants, les accompagnent dans cet instant de bonheur, conscients que c'est la femme qui donne la vie. Tout ce que nous faisons sur terre en tant qu'hommes dérive de la grande bénédiction, de la confiance et du respect de nos mamans. Nous sommes fiers, nous sommes satisfaits de ce que le roi vient de faire. J'allais me sentir triste parce que nous les mamans on souffre. Pour allaiter un enfant jusqu'à un certain âge, c'est une souffrance. Et si aujourd'hui l'enfant reconnaît que vraiment tout ce que maman a fait là, j'ai un cadeau à l'offrir, vraiment c'est un bonheur. La fête des mères, une occasion pour le roi des Soye, Nana Messou Adjobiakpagny Ier, de rappeler aux filles, fils et cadres de son royaume, l'importance des femmes en termes de rôle et place. Pour les affaires traditionnelles, telles que la succession et les funérailles, elle compte aussi en tant qu'actrice participant au développement du royaume. L'hommage des hommes aux femmes, en cette fête des mères, une juste récompense de leur sacrifice quotidien. On est très contents. Comme il est né, et c'est que les femmes peuvent mettre les enfants au monde. Donc, à quoi ça nous appelait? La royauté de Sa Majesté s'étend de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Notre idée aujourd'hui, c'est de mettre toutes les femmes ensemble et les hommes aussi, de les mettre ensemble afin qu'il y ait une cohésion parfaite entre les hommes et les femmes. Nana Adjobiakpagny Ier a donné le ton des actes de reconnaissance aux mères dans le royaume. Chaque fils a été appelé à se montrer digne de celle qui lui a donné le jour pour quelques actes qui touchent et qui plaisent. Dans la commune d'Abobo, les conseillers municipaux sont outillés à la gestion administrative et à la maîtrise de l'analyse des documents budgétaires. C'est une formation qui vise à leur donner les rudiments de la matière en vue donc de perfectionner leur rôle en tant que conseillers municipaux. Sur la scène culturelle, on parle de slam et elle est une fierté pour la Côte d'Ivoire entière. Noferima Fofana, la lauréate de la Coupe du Monde de Slam Poésie, a été reçue par la ministre de la Culture. Françoise Remac lui a exprimé sa fierté et s'est engagée à soutenir cette discipline pour son développement. Khalil Diomandi. Le bonheur, c'est danser sans penser à demain, oublier hier dans son sac à main. Le bonheur, c'est ce sourire téméraire qui s'accroche à tes lèvres dans les pires moments de ta vie. C'est une folle amoureuse de l'oratoire et c'est elle qui détient le trophée de la Coupe du Monde de Slam Poésie 2024. L'Ivoirienne Noferima Fofana, reçue par la ministre de la Culture après son sacre à Paris le 11 mai dernier. Avec elle, le collectif Au nom du slam et la Fédération des slameurs et poètes de Côte d'Ivoire. Françoise Remac traduit à la lauréate et à toute son équipe les félicitations du président de la République. Des félicitations accompagnées de présents. Madame la ministre, depuis le départ est avec moi. Elle m'a vraiment motivée à travers des paroles. Et là, maintenant, elle me reçoit. C'est un immense privilège pour moi. Déjà, c'est de continuer ma formation. Voilà. En oratoire, dans le slam et aussi en journalisme. Je pense que c'est la toute première fois dans l'histoire du slam en Côte d'Ivoire qu'on est reçu de cette forte belle manière. Le plus dur commence pour nos filles parce qu'il y a des challenges à venir pour la fin de l'année. Et donc, elle doit représenter encore et encore dignement la Côte d'Ivoire. Cette audience est mise à profit pour évoquer des questions de fond. Les slameurs plaident pour une subvention annuelle en vue de soutenir leurs activités et un espace dédié pour pratiquer leur art. L'appel trouve un écho favorable auprès de leur ministre de tutelle. Bien sûr, pour un collectif de slam et de poésie, il faut se produire. Il faut avoir des salles. Nous avons la chance au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie d'avoir le Palais de la Culture qui peut être un lieu et qui va être un lieu dans lequel le collectif va pouvoir se produire de manière
régulière. Lorsque les acteurs sont organisés avec bien sûr certaines conditions et le collectif de slam déjà remplit toutes ces conditions, il y a une subvention annuelle qui est apportée. Noferima ira encore défendre les couleurs de la nation, cette fois dans la capitale togolaise où se tiendra en novembre 2024 le championnat mondial de slam. Françoise Remac a pris l'engagement de lui apporter le soutien nécessaire. On s'intéresse à la deuxième édition du tournoi de la fonction publique, un des axes de la journée de la fonction publique. Et pour cette édition, plus de 30 équipes issues des différents ministères vont à l'assaut de Dame Coupe. Le lancement de la compétition avec Jean-Marc Diadi. Après une première édition réussie, le tournoi de Maracana, interministère de la fonction publique, a repris ses droits à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Pour cette deuxième édition, qui s'inscrit dans le cadre de la 4e année consécutive des journées de la fonction publique, plus de 30 équipes des différents ministères prennent part à cette compétition dont l'objectif est de consolider les liens de fraternité entre les acteurs qui animent au quotidien le service public. Tous les ministères sont représentés et c'est une des rares occasions où les travailleurs des différents ministères peuvent se retrouver dans un même environnement, sur un même terrain et autour du sport. C'est le message de la mobilisation et du fair play, puisque là on est en matière de sport. Évidemment, il y aura un vainqueur. Après le coup d'envoi donné par la directrice de cabinet de la tutelle des fonctionnaires et agents de l'État, le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe féminine de la fonction publique et celle du ministère de la Cohésion nationale. Une rencontre plaisante, soldée par une victoire étriquée 1-0 en faveur de la fonction publique. C'était vraiment important pour nous de gagner ce match d'ouverture-là parce que notre ministre, Mme Anne Désiré Loto, a bien voulu honorer de sa présence. Donc il fallait qu'elle soit fière de nous. Chez les hommes, le ministère en charge des sports et du cadre de vie s'est imposé 1-0 face au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Outre le maracana et le fitness, les jeux cérébraux étaient également de la partie. Bel esprit de convivialité salué par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui invite les fonctionnaires à la pratique du sport. Par le sport, nous saurons faire en sorte que tous nos fonctionnaires évoluent en équipe, par administration et par institution. Par le sport, eh bien, nos fonctionnaires auront naturellement plus de vitalité, de vivacité dans leurs réflexions. C'est ce que nous recherchons. Et par le sport également, donc, les fonctionnaires seront en bonne santé et pourront répondre chaque jour aux attentes de nos concitoyens. Durant 3 semaines, les équipes s'affronteront pour tenter de se hisser en finale du tournoi de la fonction publique prévu le 22 juin prochain. En religion Hajj 2024, les 430 premiers candidats au Hajj du contingent étatique vont décoller pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite ce soir sous le coup de minuit. Avant de se rendre à l'aéroport, les futurs pèlerins ont reçu cet après-midi à la grande mosquée de la Riviera Golf les toutes dernières instructions. Pagassoro Kone et Anza Traoré. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à la grande mosquée de la Riviera Golf, c'est que le général Wagondo Diomandé entend voir de près les différentes étapes du pré-enregistrement des candidats au Hajj avant leur départ pour l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Après la visite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est réjoui du bon déroulement de cette étape. Le ministre Wagondo Diomandé a exhorté les candidats au Hajj au respect strict des instructions et des consignes données par les encadreurs. Il n'a pas manqué de les assurer du soutien du gouvernement et du président de la République, Alassane Ouattara. Responsable du COSIM, commissariat du Hajj, comité de surveillance et candidat au Hajj. Tous saluent la démarche du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils traduisent également leur gratitude au chef de l'État. Les 430 premiers candidats au Hajj du contingent étatique vont décoller de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce lundi 27 mai à l'entour des minuit pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Dans le même temps, en Turquie, les pèlerins chrétiens pour la Pentecôte viennent d'achever leur voyage spirituel. Pendant plus de 10 jours, les pèlerins ivoiriens ont marché dans les pas des apôtres Jean et Paul. Ils ont visité les lieux saints dans ce pays où le christianisme a pris son envol après Israël. Jean-Jacques Kwame et Sam Conan, nos envoyés spéciaux, reviennent sur les moments forts
de ce pèlerinage. Inaugurée en septembre 1898, l'église orthodoxe Saint-Étienne d'Istanbul, surnommée église de fer parce que construite entièrement en métal, fait 40 mètres de haut, avec le clocher, et elle pèse au total 500 tonnes. La visite de ce joyau architectural constitue la dernière étape du pèlerinage des chrétiens en Turquie. Un pèlerinage riche en enseignements, en prières et en bénédictions. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que nous sommes venus marcher sur les pas de l'apôtre Jean et de l'apôtre Paul. Nous avons visité les 7 églises dont parle l'Apocalypse. Ce sont les moments spirituels. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'était vraiment émouvant. On a découvert vraiment des endroits historiques vraiment remarquables qui montrent combien de fois la Bible est réelle. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces autorités vraiment qui ont mis le paquet, qui ont mis les moyens pour que nous puissions être sur cette terre. Je suis venu au pèlerinage grâce à la prière et grâce à tout ce que j'ai vu. Vraiment, je suis requéqué. Là, j'ai quelques souvenirs pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour présenter à la famille, aux amis, que nous sommes venus vraiment en Turquie. L'État, à travers la Direction générale des cultes, ne lésigne pas sur les moyens pour permettre aux croyants de renforcer leur foi. Ce partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire se passe bien et chaque année, nous voyons que ce partenariat se bonifie davantage. Il y a eu des innovations puisque avant, on ne pouvait pas prier comme ça sur les sites. Au niveau de l'hébergement, la restauration, tout a été pris en charge par l'État. Tout s'est vraiment bien déroulé. Cette année, pour le pèlerinage de la Pentecôte en Turquie, ce sont environ 300 pèlerins répartis en 4 groupes, selon la Direction générale des cultes, qui organise 3 autres pèlerinages avant la fin de l'année. Et puis l'Afrique du Sud qui entre dans une phase d'élection générale dans 2 jours. La nation arc-en-ciel va élire ses parlementaires qui choisiront ensuite le président du pays ainsi que ses conseillers régionaux. Les sondages s'accordent pour placer l'ANC juste sous la barre des 50% des voix au niveau national, loin des 57,5% de 2019, un score qui était déjà historiquement bas. Ce scrutin pourrait donc être historique si le Congrès national africain venait à perdre sa majorité absolue au niveau national. Et ce serait la toute première fois en 30 ans. Et voilà, c'est le tout dernier point de ce journal. Retrouvez dans tout juste quelques minutes sur RTI 1, La Côte d'Ivoire en marche, un numéro consacré ce soir à la région du Béquet. Elle a environ 1 200 000 habitants, une région en pleine transformation. Delphine Blas est allée sur les chantiers des routes, écoles et centres de santé en cours dans la région. Vous la retrouverez tout à l'heure. Bonsoir à tous.